Avec l'affaire des emails de Hillary Clinton, l'actualité internationale nous offre un exemple assez intéressant et très complet de la manière dont une personnalité publique, expérimentée, peut se trouver piégée par sa messagerie électronique. En mars 2015, la future candidate à l'élection présidentielle américaine est accusée d'avoir dissimulé des emails liés à son activité de secrétaire d'État entre 2009 et 2013. Le point central de l'affaire est qu'elle a utilisé sa messagerie personnelle pour des échanges concernant son activité de secrétaire d'État, notamment pour des questions confidentielles et principalement concernant l'attentat de Benghazi en Libye en septembre 2012. De façon tout à fait déconnectée avec le fond de l'affaire, le fond du dossier, et de manière tout à fait déconnectée également de l'élection présidentielle américaine qui n'est pas du tout notre propos, il est très intéressant d'analyser cette affaire médiatique parce qu'on y trouve tous les concepts et tous les ingrédients des problèmes de la problématique de messagerie électronique. Comme on va le voir au travers d'une dizaine de citations de la presse française. Depuis 2009, les membres de l'administration ont l'obligation de conserver tous leurs emails pour une éventuelle utilisation par des parlementaires ou des historiens. Hillary Clinton est justement devenue secrétaire d'État en 2009, au moment de cette réglementation, et tous ses prédécesseurs utilisaient une boîte de messagerie personnelle et elle a continué de le faire. Ce qui montre bien qu'il faut un certain temps pour que la réglementation se mette en place. D'autant plus que l'usage d'une boîte gouvernementale n'était pas strictement obligatoire avant 2013, même s'il était fortement conseillé. À moins d'être classés confidentiels ou secret défense, ces échanges peuvent être consultés par toute personne qui en fait la demande au nom de la loi sur la liberté d'information, Freedom of Information Act. On voit ici le principe de transparence des archives du gouvernement avec une restriction pour certains documents qui seraient confidentiels. Il est intéressant de noter le concept qu'il y a derrière ce Freedom of Information Act, parce qu'on a souvent eu en France le principe du secret avec des dérogations pour l'accès à l'information. Les responsables gouvernementaux n'ont pas le droit d'emporter avec eux des courriels ou des documents sans qu'ils aient été préalablement examinés par le gouvernement, qu'ils soient professionnels ou personnels, a affirmé Tom Fitton, président de Judicial Watch. La remarque est parfaitement juste, sauf que dans le cas présent, Hillary Clinton n'a pas emporté des documents à l'extérieur de l'administration gouvernementale, elle les a créés à l'extérieur. Donc elle n'a rien emporté, elle ne les a pas rapportés au gouvernement. Il y a là une nuance intéressante qui est la conséquence justement de la facilité des échanges électroniques. En 4 ans, la secrétaire d'État a envoyé et reçu 62 320 courriels par le biais de son adresse personnelle. Depuis que cette pratique a été révélée en mars, la candidate démocrate a dû restituer pour archivage, à la demande du département d'État, les 30 490 courriels qu'elle considère comme professionnels. Concernant les 31 830 courriers restants, Mme Clinton a estimé qu'ils relevaient de sa vie personnelle et les a effacés. Ce qui est intéressant ici, tout d'abord, ce sont les statistiques. Parce qu'on a assez peu finalement d'éléments chiffrés sur les pratiques des uns et des autres. Et on a cette première information. Deuxièmement, c'est la question de savoir qui décide du statut personnel ou professionnel d'un mail. Et là, la question, elle est d'autant plus difficile que pour l'instant, on peut constater qu'Hillary Clinton est jugée partie, ce qui pose un problème. Elle-même a décidé que ce mail était professionnel ou était personnel, mais elle ne peut rien prouver ni sur l'exhaustivité des mails produits au départ, elle ne peut pas non plus donner la chance de revoir ce statut puisqu'elle les a supprimés. On voit bien là qu'il y a une urgence à avoir des règles et à les appliquer dès la création du mail. À la demande du département d'État, Hillary Clinton a livré 55 000 pages de messages, il y a 2 mois. Mais la liste n'est pas exhaustive et nul ne sait si des messages compromettants n'ont pas été supprimés. Des chiffres encore, mais ces 55 000 pages ne veulent pas dire grand-chose. Elles correspondent en réalité aux 30 000 messages qui sont une unité de compte qui est assez précise, tandis que les pages ne veulent pas dire grand-chose puisque c'est juste l'impression de ces 30 000 messages et on voit bien que le vocabulaire pour parler des mails n'est pas encore tout à fait bien adapté. En tant que responsable de la diplomatie américaine, Hillary Clinton envoyait et recevait une très grande quantité d'informations confidentielles et sensibles. Confidentielles et sensibles. Les deux mots sont employés un peu comme Dupont et Dupont,
il faudrait pouvoir préciser un petit peu qu'est-ce qui est confidentiel, qu'est-ce qui est sensible et progresser dans la catégorisation des messages, ce qui n'est pas fait. Les documents examinés, s'ils contenaient bien des informations classifiées, n'étaient pas identifiés comme tels. Nous voici avec cette question sur le point fondamental de la qualification des messages. Il est important que les messages soient qualifiés pour pouvoir après statuer sur leur devenir. Cette qualification peut être faite et devrait être faite par l'auteur en fonction des procédures qu'il doit appliquer et en fonction de sa propre appréciation des contenus. La qualification peut être réalisée également par une tierce personne, soit qui est dans l'équipe administrative ou l'équipe de travail du responsable en question, soit par quelqu'un qui doit s'occuper de l'archivage de ces messages après coup. Mais il faut avoir cette qualification, sinon on ne peut rien conclure. Hillary Clinton assure que ces informations n'étaient pas officiellement confidentielles à l'époque. La remarque est particulièrement pertinente parce que je ne veux pas juger sur ce que dit Hillary Clinton en tant que telle, mais attirer l'attention sur le fait que la confidentialité en tant que telle est une notion évolutive. Quelque chose qui n'était pas confidentiel peut le devenir, avec un contexte politique différent, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, ou parfois moins, et quelque chose qui était confidentiel à un certain moment peut ne plus l'être du tout. Donc cette notion de confidentialité attachée au mail, elle doit être statuée dès la création du mail, puis accompagnée, c'est une métadonnée de confidentialité qui doit accompagner le mail pendant tout son cycle de vie. Son compte email aurait donc dû faire l'objet de mesures de protection particulièrement importantes. Mais le compte personnel qu'elle utilisait, et qui fonctionnait avec plusieurs serveurs, dont l'un situé à son domicile, ne bénéficiait pas de ces mesures, et était donc aisément vulnérable à un piratage. Plus grave, certaines mesures élémentaires de protection n'étaient semble-t-il pas respectées. L'un des domaines liés au compte utilisait un certificat de sécurité invalide. Aucune preuve d'un piratage d'ampleur n'a cependant été apportée pour l'instant. La question de la sécurité informatique est au cœur de la gestion des mails, en général, très souvent, et dans cette affaire en particulier. Ceci dit, il faut bien distinguer le risque théorique et le risque avéré. Et on sait que, l'actualité nous le montre régulièrement, que les serveurs les plus sécurisés ne sont pas exempts d'attaques des cybercriminels. 15 courriels envoyés par la responsable de la diplomatie américaine à Sidney Blumenthal, vieil ami et conseiller de Mme Clinton, ne figuraient pas dans le fichier transmis par Mme Clinton. M. Blumenthal avait transmis des copies de tous ces échanges avec Mme Clinton à la commission d'enquête à sa demande. Ce point est plus rarement commenté dans la presse et il est pourtant essentiel, en tout cas dans le cadre de notre MOOC. Il vient rappeler, à juste titre, qu'un mail est un échange, qu'il y a donc 2 exemplaires, il y a 2 personnes et que chacun a le sien. Donc si vous-même avez détruit le message que vous avez envoyé, sachez que celui à qui vous l'avez envoyé peut l'avoir gardé. Et il fallait vraiment rappeler cela.